Matrices de covariance. Les matrices de covariance sont utilisées dans le filtre de Kalman pour représenter les incertitudes sur les grandeurs que l'on mesure ou sur celles que l'on cherche à estimer. Alors, un petit rappel sur les densités de probabilité. On a ici Rn qui est la variable, une variable x incertaine, une variable qu'on appelle aléatoire. Avec ici une densité de probabilité P, P qui dépend de x, qui est un élément de R, qui est positif. Alors, en ce qui concerne cette densité, elle peut avoir cette forme-là. Par exemple, elle est nulle. Souvent, elle est proche de 0. Bon, elle peut avoir cette forme-là, par exemple. Et puis, rapidement, elle converge vers 0. Alors, sous cette densité de probabilité, on va avoir une R qui est ici, bon, que je remplis. Et on va dire que l'intégrale sur tout Rn de la probabilité de x, dx, cette intégrale, elle vaut 1. Alors, on a ici, lorsque x est là, un maximum de probabilité. Lorsque x, alors la moyenne on va appeler ici x bar, on sent bien que la moyenne ne va pas se trouver autour de ce maximum de probabilité, mais peut-être plutôt ici. Alors on va définir clairement après en quoi ça consiste, x bar. Et alors, cette grandeur, elle va pouvoir changer autour de x bar avec une incertitude. Dire que x, on ne sait pas où il est, mais il va se trouver autour de x bar avec une incertitude. Qu'on le représente souvent par une covariance ou une variance dans ce cas-là, puisque sur ce dessin-là, ou pour nous, dans le cas Rn, une matrice de covariance qu'on va appeler gamma x, qui représente l'écart que l'on a autour de cette moyenne. Alors ici, il aurait peut-être fallu plutôt le représenter centré autour, alors peut-être comme ça. Bon, voilà en ce qui concerne cette matrice de covariance. En ce qui concerne les définitions, on va définir ce qu'on appelle la variation. Alors x est une grandeur aléatoire. On va définir la variation par x tilde est égal à x moins x bar. Alors attention, x c'est une grandeur aléatoire, alors que sa moyenne x bar, elle est déterministe. Alors ça, à nouveau, on le reverra tout à l'heure. Si j'ai une grandeur, une autre variable aléatoire y, sa variation, ça va être y moins sa moyenne. En ce qui concerne la matrice de covariance entre x et y, gamma x et y, c'est défini de la façon suivante. C'est l'espérance mathématique entre x multiplié par y transpose. Mais attention, il faut que je les sente, c'est-à-dire que je prenne les variations. Alors, si je considère uniquement une variable aléatoire x, je vais appeler gamma x qui vaut tout simplement gamma xx, ce qui est égal à l'espérance de x tilde multiplié par x tilde transpose. Pour comprendre ces définitions, je vais sous MATLAB et je vais effectuer un tirage aléatoire gaussien. Alors, rand n comme normal. Alors, normal parce que c'est la loi normale, donc gaussienne. Et à ce niveau-là, lorsque je fais ça, x est une variable aléatoire. Dès que je valide cette ligne, x devient une réalisation. C'est-à-dire, avant x, je ne savais pas ce qu'il valait. Maintenant, je sais qu'il vaut 1,83. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est une réalisation. Alors, pour représenter sur machine une variable aléatoire, c'est pas facile. Je ne peux en fait manipuler que ces réalisations. C'est pour ça qu'on va utiliser des nuages de points. Alors si par exemple je fais x égale 2 plus rand
alors je vais prendre par exemple 10 réalisations. Alors là, je les mets tous sous une forme de vecteur. Alors je vais peut-être en prendre voilà, une dizaine. Et ben là, j'ai un ensemble d'échantillons donc un ensemble de réalisations qui me représente en machine cette variable aléatoire. Donc au lieu d'en prendre une, j'en prends un nuage. Et l'approche qu'on appelle statistique, c'est de manipuler des tableaux euh, de façon à représenter ces grandeurs aléatoires. Alors bien sûr, dans une approche probabiliste, on manipule des densités de probabilité et non pas ces nuages, non pas des tableaux de chiffres, mais plus des expressions de probabilité. Et dans le cas où c'est gaussien, ben on sait qu'il suffit de manipuler la moyenne et la matrice de covariance pour représenter entièrement la densité de probabilité. Donc le cas gaussien est quand même ce cas particulier, mais très, très important dans le cas du fil de Kalman. Alors ici, bon, pour avoir un nombre suffisamment représentatif, je vais en prendre 1000 et je mets un point virgule pour qu'il ne me l'affiche pas. Alors x à ce niveau-là, on peut considérer que c'est une variable aléatoire. Alors, si maintenant j'en prends une deuxième, alors attention, ici on comprend bien que si je fais x bar, alors x bar, la moyenne, est égale à min de x, alors si celui-là je l'affiche, il me dit 2,48, ce qui n'est pas complètement surprenant. Ah ben si, c'est un petit peu surprenant parce que regardez x comment il a été fabriqué. Rand, lorsque je ne mets pas le n, ça veut dire c'est un rand uniforme compris entre 0 et 1. Et c'est pour ça que je me retrouve avec une moyenne autour de 2,5. Si jamais x avait été appelé comme ça par un mode gaussien, alors les valeurs auraient tourné autour de 2. Et si j'avais fait ça, j'aurais trouvé bien sûr une moyenne qui vaut autour de 2. Alors maintenant, je vais prendre un peu la même chose, sauf que je vais prendre une autre grandeur, E, alors E comme erreur par exemple, centrée, et toujours autour de 1000. Donc là, E c'est à nouveau une variable aléatoire représentée par un vecteur de 1000 échantillons. Et puis je peux fabriquer une autre deuxième, par exemple je vais faire x égale, enfin plutôt une variable y, une nouvelle variable aléatoire qui vaut 2 fois la variable aléatoire x. Je vais prendre une relation non linéaire, par exemple je mets au carré, composante par composante, c'est pour ça que j'ai mis le point, plus l'erreur. Alors là, on comprend bien que E, la variable aléatoire E et la variable aléatoire x ont été construites de façon indépendante. Mais on comprend qu'il y a une relation de dépendance ici entre y, x et e. Donc attention, x et e sont indépendants, mais y et x ne sont pas indépendants, et y et e ne le sont pas. Alors à nouveau, je ne les affiche pas, parce que si je les affichais, bah regardez, par exemple, je prends y, j'affiche, hop, on obtient un vecteur de dimension 1000 qui est censé représenter la, la grandeur enfin la variable aléatoire que j'essaye de manipuler. Alors maintenant, on va essayer de tracer tout ça. Alors je vais faire pour calculer la matrice de covariance. Y bar, je dis que c'est Y. Non, ça va être plutôt min de Y. Donc voilà, celui-là je peux l'afficher parce que c'est une grandeur déterministe. Y bar est déterministe, je peux l'afficher. Y c'est une grandeur aléatoire, et je ne peux pas facilement l'afficher. Alors maintenant, je vais faire x tilde, donc c'est la variation, c'est égal à x moins x bar. Alors attention, x bar est déterministe, x est aléatoire, donc forcément x tilde est aléatoire. C'est-à-dire si je l'affiche, j'obtiens quelque chose de très grand. Donc, voilà ce que je viens de taper. Je vais faire pareil pour y. Alors à nouveau, je ne l'affiche pas parce que c'est une variable aléatoire. Et puis je vais pouvoir les tracer du coup. Et on comprendra mieux pourquoi j'appelle ça un nuage. Un nuage. Alors, je vais tracer x tilde. Et puis, je vais tracer aussi y tilde. Hop, excusez-moi. Voilà.
je l'affiche, et on voit un nuage de points. Alors là, bon, il les a tous reliés entre eux. Bon, faut imaginer qu'ils sont pas... Bon, on comprend que ici, la 0 et 0, ça correspond à la moyenne. Ce nuage de points est quelque chose de centré. Si jamais j'avais affiché X et Y seulement, on aurait eu aussi un nuage de ce type-là. Alors je vais peut-être... Est-ce que ça marche ça? Hop, le voilà. Donc j'ai mis un point comme ça, il ne me les relie pas. Et on voit ici apparaître le nuage aléatoire en question. Et comme j'ai tracé ici X et Y, ben on voit bien que X a une moyenne autour de 2, c'était prévisible, puisque X bar valait 2. Et puis Y qui avait été engendré par une relation linéaire, non linéaire, on voit bien ce côté non linéaire parce qu'on ressent la parabole, mais avec l'effet de l'erreur E qui a tendance à diluer ce nuage de points. Alors, une fois que j'ai ça, j'ai peut-être je ferme ces figures, voilà. Je vais calculer numériquement cette matrice de covariance. Alors déjà, je vais faire la variance suivant x, donc je vais faire gx est égal, alors j'applique la définition, c'est la moyenne, alors la définition qui était donnée ici, hop, voilà, donc je vais faire gamma x qui vaut l'espérance de x tilde fois x tilde transpose. Attention, ici, comme x est scalaire, le transpose ne va pas avoir d'effet, et donc je vais avoir un x tilde au carré. Donc je vais faire gx est égal à min de la variable aléatoire x tilde. Alors attention, comme il est représenté en machine par un vecteur, je mets point chapeau au carré pour dire que c'est composante par composante. Alors attention, à nous. Ici on va avoir une grandeur déterministe puisqu'on a le min, donc je peux l'afficher. C'est autour de 1, ce qui est assez logique, puisqu'il a été généré à partir d'une distribution gaussienne qui, elle, avait une variance de 1. Je vais faire pareil pour GY. Alors attention, toujours avec le tilde, parce que c'est centré. Et la matrice, je vais avoir le GXY, qui vaut le X tilde, point multiplié, parce que c'est composante par Y tilde. Alors voilà, je l'affiche, hop, excusez-moi, j'ai oublié le min, bien évidemment. Min. Voilà. Et donc, la matrice de covariance que je vais appeler GXY, ça va être composé de GX, GXY, GXY à nouveau, GY. Virgule. Voilà. Donc ça, c'est la matrice de covariance qui va relier x et y. Et on se rend compte que le 8 que l'on voit apparaître ici, qui correspond à GXY, c'est ce qu'on appelle la corrélation. Alors attention, l'ancien GXY valait 8,4. Ça, c'est ce qu'on appelle la corrélation et va essayer de comprendre ce que ça signifie. Si je retrace à nouveau, ici, le x tilde, y tilde, le voilà, qui lui est centré, on se rend compte sur cet exemple-là qu'en moyenne, alors ici on a le premier quart-temps que l'on voit,
on a quatre cartons. Celui où x tilde est positif et y tilde est positif, celui où les deux sont négatifs, ici où x tilde est négatif, y tilde positif, et puis ici x tilde positif, y tilde négatif. Donc on a ces quatre cartons. On voit bien qu'il y a plus de points dans ce carton-là et dans celui-là, c'est-à-dire qu'en gros, x tilde et y tilde ont à peu près le même signe. Et le fait qu'ils aient à peu près le même signe, ça se traduit par ce qu'on appelle une dépendance linéaire. Dire si je sais que x tilde est positif, j'en déduis que y tilde a de bonnes chances d'être positif. Pas forcément, regardez celui-là ou celui-là. Mais en tout cas, il a de bonnes chances. Donc c'est ce qu'on appelle une dépendance linéaire qui se traduit par une corrélation et qui est visible dans la matrice de covariance qui donne une indication sur la dépendance entre x tilde et y tilde, ou si vous voulez entre x et y, au premier ordre, où en gros on peut imaginer une ellipse, alors ça on le verra après, une ellipse derrière ce nuage de points, et c'est ce que représente notre matrice de covariance. Alors sur ce nuage de points, ce qu'on disait à l'instant, c'est que ici on reconnaît le x bar qui vaut 2, qui est une grandeur déterministe. X, on ne sait pas vraiment où il est. Le y bar, on ressent qu'il est à peu près là. Alors j'avais calculé tout à l'heure, mais à l'œil, on se rend bien compte qu'il est à peu près autour de là. Ici, ben, c'est le vecteur qui correspondrait au barycentre. Ensuite, en ce qui concerne l'écart, alors l'écart à la moyenne, c'est ce qu'on a calculé avec le gamma x. Alors le gamma x, on a vu tout à l'heure qu'il était autour de 1, mais ici à l'œil, ben, on se rend bien compte qu'en moyenne, l'écart correspond à gamma x qui est là. Alors attention, ici, ces points ont peu d'influence parce qu'ils sont peu nombreux, mais quand même, ils interviennent au carré de la distance. Bon, voilà, ça donne une indication sur l'écart. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous là-dedans. Pareil en ce qui concerne le gamma y, alors il est un peu plus étalé parce qu'ici en effet je me retrouve avec du 20. Bon, l'écart à la moyenne au carré c'est à peu près ce que je pourrais donner ici, hein. Alors comme c'est au carré, mettons que c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'était autour mettons, de 75. Bon, on voit bien que c'est bien plus grand que ici qui valait autour de 1. Bon. Alors maintenant, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était que dans cette partie-là, alors ici on a plusieurs cas autour de x bar, y bar, ici on voit apparaître ce qu'on avait appelé le x tilde, alors que le x était plutôt par rapport à ce 0 qui était là, et puis le y tilde, ça va être quelque chose comme ça. Donc, hop, au tilde. Alors que tout à l'heure, on avait ici le x qui partait de là, et le y qui partait autour de là. Voilà, donc ça revient à une sorte de translation qui me le recentre. Alors, en ce qui concernait le produit x tilde, y tilde, alors ici, le produit x tilde, y tilde, ici il est positif. Dans ce carton-là, ici aussi, il est positif. Ici, lorsque j'ai un point qui est là, le x tilde, y tilde est négatif, ce produit-là est négatif. Et ici, de même, il est négatif dans toute cette zone-là. Alors, il n'y en a pas beaucoup des points ici, il y en a peut-être quelques-uns, mais je ne les vois pas. En tout cas, on comprend bien qu'en moyenne, l'espérance sur ce nuage de points de x tilde, y tilde est positif. Alors, cette corrélation, elle peut être nulle, et pourtant, on peut avoir une dépendance. Alors ça, on va essayer de le voir juste après. Mais ici, on se rend compte, rien qu'à l'œil, que le nuage de points nous indique que x et y sont dépendants. Par exemple, si je vous donne une information sur x, je vous dis que x est là.
ben vous allez m'en déduire que y, avec une sorte de probabilité, a de bonnes chances de se trouver, euh, alors, de se trouver dans cette zone-là. Si jamais je vous avais dit que le x se trouvait à ce niveau-là, vous auriez pu en déduire qu'il y a de bonnes chances qu'il se trouve à ce niveau-là, etc. Donc on sent bien qu'il y a une dépendance entre les deux, mais en plus il y a une corrélation. Alors c'est souvent le cas, corrélation implique dépendance, mais c'est pas réciproque et c'est ce qu'on va essayer maintenant de comprendre. Alors je retourne sur MATLAB et je rappelle comment x avait été construit. Alors, x avait été construit de cette façon-là. Alors, bon, je ne vais pas le refabriquer, bon, je peux bon, je refabrique. Il avait été fabriqué comment? Il a été fabriqué comme ça. Alors, rien que par la fabrication des deux, je sais que x et e sont indépendants. Alors, je vais refabriquer x tilde. Il vaut x moins x bar, sachant que x bar valait min de x. Hop, excusez-moi, point virgule. Alors, si maintenant je regarde la corrélation entre x et e, je vais donc faire min de e point multiplié par x tilde. Alors, j'ai pas pris e tilde parce que e est déjà centré. Ben, j'obtiens quelque chose qui est proche de 0. On peut dire que théoriquement, ça devrait être autour de 0. Si j'ai pris une infinité de points, j'aurais obtenu 0. Mais ici, donc c'est la loi des grands nombres. Mais ici, je n'ai pas un nombre infini de points et j'obtiens quelque chose de proche de 0. Bon, on peut en déduire que e et x tilde sont tous les deux décorrélés, mais on sait aussi qu'ils sont indépendants. En effet, x a été fabriqué comme ça, alors que e a été fabriqué comme ça, ils sont tous les deux indépendants. Alors maintenant, on va essayer de se rendre compte, de trouver des situations où on peut avoir une non-corrélation et en même temps avoir une dépendance. Alors pour ça, il faut fabriquer quelque chose d'un peu plus compliqué. Je vais par exemple prendre ρ égale, alors ça correspond à un angle, hein, 10 plus random gaussien, n comme gaussien, de, mettons, 2000,1. Alors je prends 2000 points. Je prends θ, alors ρ, excusez-moi, c'est plus pour une distance. θ, je vais prendre, c'est pour l'angle, 2 fois pi, multiplié par, alors là je vais prendre un tirage aléatoire uniforme, entre 0 et 1, toujours 2000 points. Alors là on va comprendre tout de suite, hein. Ρ c'est la distance, θ c'est l'angle, ça correspond à des coordonnées polaires, et je vais fabriquer le x associé. X égale ρ, point multiplié par, toujours je manipule des grands aléatoires, mais je raisonne composante par composante. θ, alors là bien sûr θ c'est un vecteur dimension 2000, je mets un point virgule parce que x est une variable aléatoire, donc représentée par 2000 points. Ici je vais faire pareil pour le y, bon je mets cos, j'aurais peut-être dû faire le contraire, mais oui, bon, peu importe. Voilà, si j'ai ça, je vais pouvoir maintenant tracer plot de x, y. Le voilà. Alors on comprend bien que l'angle θ est compris entre, bon, uniformément réparti sur tout le cercle. Alors je vais peut-être agrandir ça. On comprend bien qu'en moyenne, alors là les deux variables sont centrées. X tilde vaut 0, y tilde vaut 0. Le produit x tilde fois y tilde a autant de chances d'être positif que négatif. Donc on se rend bien compte qu'à l'œil, l'espérance de x tilde, y tilde
est égal à 0. On a une non-corrélation et pourtant on a une dépendance. Alors, pourquoi on a une dépendance? Parce que si par exemple je vous dis que x vaut 5, vous allez pouvoir m'en déduire que y il est autour de moins 10 ou autour de plus 10. Mais vous ne savez pas exactement s'il se trouve d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, vous avez une information sur y. Donc il y a clairement une dépendance. Vous savez que le couple xy n'est pas réparti. Enfin, une information sur x ou sur y vous donne une information sur l'autre variable aléatoire. Alors, je peux vous donner aussi un autre exemple qui est peut-être... je vais prendre par exemple x qui vaut arctangente de 2 fois... Bon, je vais prendre rand m tirage aléatoire avec 3000 points. Et je vais prendre l'arctangente pour x. Je vais faire pareil pour y. Forcément, par ce procédé de fabrication, ce n'était pas comme tout à l'heure où x et y dépendaient de ρ et de θ. Ils étaient dépendants. Ici, rien que par le procédé de fabrication, on sait que x et y sont tous les deux indépendants. Alors si maintenant je fais plot de xy virgule θ, enfin de xy avec un point, j'obtiens ça. Et alors là, à l'œil, on pourrait croire, pas facile de voir à l'œil s'ils sont dépendants ou indépendants. On a l'impression qu'on pourrait avoir, avec un peu d'habitude, on s'en rend compte. Mais en fait, si je vous dis que x vaut 1, c'est-à-dire que je suis sur cette ligne-là, qu'est-ce que je peux en déduire sur y? Je peux en déduire que y, il a de bonnes chances d'être en haut ou d'être en bas, moins de chances d'être au milieu. Mais si jamais je vous avais dit que x valait 0,5 ou moins 0,5 ou moins 1, vous auriez pu en déduire la même chose sur y. Ici, on a à la fois une non-corrélation, mais aussi on a une claire indépendance. Ça se voit sur le nuage de points, mais il faut un petit peu d'habitude. Enfin, une dernière chose sur les matrices de covariance, c'est que si on voit ici un nuage de points, on aurait bien envie de l'approximer par une ellipsoïde qu'on voit là, qui contient en gros un certain pourcentage de points. Et l'ellipsoïde, il peut être plus ou moins penché dans un sens. Ici, clairement, on sent bien que les axes de l'ellipsoïde sont plutôt dans ce sens-là et dans ce sens-là, grand axe et petit axe. Et le fait qu'elle soit penchée, ça se traduit par une corrélation. Alors ici, une corrélation positive, qui aurait pu être négative, ou si jamais on avait obtenu une ellipsoïde comme ça, dans ce sens-là, ça correspond à une absence de corrélation. Donc le lien entre l'ellipsoïde et la matrice de covariance va devenir un peu plus clair, mais les deux correspondent à des matrices semi-définies positives. On va voir ça un peu plus en détail maintenant. On va regarder les propriétés, donc les propriétés des matrices de covariance. Alors, propriétés. Alors, une matrice de covariance. Donc, je vais prendre ici gamma xx, donc gamma x. C'est une matrice elle appartient à un ensemble de matrices que je vais noter ici S plus de Rn, qui est l'ensemble des matrices qui sont symétriques, semi-définies positives. Donc je vais noter comme ça, positive. Alors ça veut dire quoi une matrice définie positive ou semi-définie positive? Il faut que... alors ça signifie que quel que soit x, quel que soit le vecteur x, x transpose gamma x soit positif. Alors positif ou nul, ça dépend si c'est défini. Alors défini, ça veut dire que le D ce serait strictement. Et positif, donc défini, ça se traduit au caractère. Alors défini, je vais quand même l'écrire.
Ça signifie que le déterminant de gamma est non nul. Et positif, c'est-à-dire que quel que soit x transpose gamma x, positif ou nul. Bon, peu importe, hein, on ne va pas faire cette distinction entre positif ou nul ou positif, mais voilà en ce qui concerne cette définition. Alors dans ce cas-là, on sait que si la matrice est symétrique, alors déjà si elle est symétrique, forcément, les valeurs propres lambda i de la matrice sont forcément réelles. Alors ça, on le sait du calcul matriciel, de l'algèbre linéaire. On sait que les vecteurs propres VI, les vecteurs propres, sont perpendiculaires entre eux. Bon, ça c'est des propriétés qui vont qu'on va réutiliser par la suite. Maintenant, si gamma x, appartient, mettons, à S+, de Rn. Alors elle peut se décomposer de la façon suivante. Gamma, ça va être égal à une matrice de rotation multipliée par une matrice diagonale multipliée par la matrice de rotation inverse, R-1. Alors, bon, je sais que dans le cas des matrices de rotation, cette quantité-là, c'est égal à la transposée de R. En effet, pour inverser une matrice de rotation, il suffit de la translater. Alors, pour comprendre ça, tout ce que je viens de raconter, c'est pas forcément facile à comprendre, mais je rappelle le x transpose, si je prends une matrice x transpose gamma x plus petit que 1, ça représente un ellipsoïde. Alors l'ellipsoïde, je vais essayer de le représenter là. Voilà. Alors ça, c'est représenté dans la base canonique des vecteurs, mettons E1, E2, voilà l'ellipsoïde. Alors, il faudrait normalement la centrer. Bon, ici, pour des raisons pratiques, je ne le centre pas. Si jamais je regarde les vecteurs propres de cette matrice-là, qui correspondent donc à gamma, vont être orthogonaux entre eux. Ils correspondent à ça. Ça correspond premier vecteur propre, deuxième vecteur propre V2. Maintenant ici, la valeur propre lambda associée à V1 va être plus faible dans ce cas-là. Ça va correspondre, mettons, à... Alors je vais donner un exemple ici, mettons à 1. Et ici, lambda 2 est plus fort. Par exemple, lambda 2 est égal à 2. Bon, c'est juste pour bien comprendre que c'est positif, parce que ça correspond à la courbure de la forme quadratique suivant le sens de V1. Et là, on comprend qu'elle est plus faible que dans le sens de V2. Bon, puis il y a un dernier point, c'est si gamma est une matrice symétrique définie positive de Rn, alors j'en déduis que, quel que soit alpha, si je l'élève à la puissance alpha, alors j'obtiens toujours une matrice symétrique définie positive, c'est-à-dire une matrice de covariance. Alors ça va être important parce que on sait déjà que la racine carrée d'une matrice de covariance, c'est une matrice de covariance. Alors ça, on va bien sûr l'utiliser plusieurs fois. La racine carrée d'une matrice de covariance est une matrice de covariance. Alors je vais essayer d'illustrer tout ça sur MATLAB. Et je vais prendre une matrice A quelconque. Alors je vais prendre par exemple rand de 3,3. Une matrice quelconque. Bon, les coefficients sont positifs, peu importe. Peu importe. Alors maintenant, je vais fabriquer une matrice symétrique. Pour fabriquer une matrice symétrique quelconque, je prends une matrice A et je vais la multiplier par A transpose. Et si je fais ça, j'obtiens une matrice qui est symétrique et définie positive. Bon. Voilà la matrice S1. J'appelle S1.
Maintenant, je peux la décomposer avec, comme on l'a vu précédemment, avec la matrice de rotation. Alors, ici, là, R fois D fois R-1, où R correspond bien évidemment à la matrice de passage qui me permet de diagonaliser ma matrice. Donc, je vais calculer ça en utilisant R, la matrice de passage, qui est une matrice de rotation dans le cas particulier des matrices de covariance, D, la matrice diagonale, égale Eg comme eigenvalue, de S1. Si je fais ça, j'obtiens à la fois la matrice de rotation et à la fois la matrice diagonale. On voit bien que les valeurs propres qui sont sur la diagonale de D sont toutes positives et toutes réelles. R est une matrice de rotation. Comment je fais pour le vérifier? Je fais déterminant de R, ça vaut 1. Et si je fais R fois R transpose, j'obtiens l'identité. Donc, tout ça, c'est cohérent avec ce que j'avais expliqué précédemment. Alors, si maintenant, je fais S2, alors je vais vérifier égale R fois D fois R, excusez-moi, si je fais fois R transpose, j'obtiens la matrice S2, et si je la compare à S1, je me rends compte que S1 est égal à S2. J'ai donc démontré que la décomposition, enfin j'ai montré plutôt que la décomposition avec une matrice de rotation fois une matrice diagonale fois R transpose revenait bien à la matrice initiale. Alors si maintenant je prends une matrice A2 qui vaut la racine carrée, alors square matrix fois S2. Alors là voilà. Square SQRT, excusez-moi, voilà la matrice. Mais je rappelle comment A1 avait été fabriqué. Il avait été fabriqué, alors c'était plutôt A. Il avait été fabriqué initialement, alors je ne l'ai plus en mémoire. Mais bon, je rappelle que S1, il avait été fabriqué en faisant A fois A'. Et j'aurais pu m'apprendre, comme S2 égale S1, j'aurais pu imaginer qu'en prenant la racine carrée de S2, je me retrouve avec A1. Et pourtant, A2 et A sont différents. Mais ce qui va se passer, c'est que A2 est une matrice de covariance qui est symétrique, alors que A ne l'était pas. Donc, c'est-à-dire, il existe il existe plein de matrices, telles que si je les élève au carré, je vais obtenir S1 ou S2. Mais il en existe une seule qui soit une matrice de covariance. Et c'est pour ça que cette matrice, c'est A2. Alors en effet, si je fais A2 fois A2, fois A2 transpose, bon, de toute façon c'est la même chose, j'obtiens la matrice S. Si je fais A1 fois A1 transpose, ah oui, excusez-moi, c'était A fois A transpose, j'obtiens à nouveau S. Mais seulement A1, A n'est pas une matrice de covariance. Par exemple, si je fais eg de A, j'obtiens des valeurs propres imaginaires, alors que si je fais eg de A2, j'obtiens des valeurs propres réelles. Et d'ailleurs, si je fais eg de S1 ou de S2, j'obtiens les carrés à l'ordre près, des valeurs propres de la matrice de covariance pour A2. Alors dans les matrices de covariance, on peut définir la notion d'ordre. Alors tout vient du fait que si gamma 1 et gamma 2, ces deux matrices, qui sont toutes les deux des matrices de covariance, qui appartiennent donc à l'ensemble des matrices symétriques
définie positive. Alors, si alpha 1 est positif, et si alpha 2 est aussi positif, donc dans R du coup, alors alpha 1 gamma 1 plus alpha 2 gamma 2 appartient aussi à S plus de Rn, c'est-à-dire c'est aussi une matrice symétrique définie positive, c'est aussi une matrice de covariance. Alors ça se traduit par quoi? Dans l'espace des matrices. Alors dans l'espace des matrices, ici par exemple, je vais avoir le premier coefficient A11, A12, etc. Puis ici par exemple ANN, bon c'est difficile de représenter, c'est pour ça que j'ai pris un espace en 3 dimensions. Ici, je prends une matrice, donc ça correspond à un vecteur dans cet espace des matrices, et j'en prends ici une autre. Je forme mon parallélogramme. Alors ça, la première peut correspondre par exemple à gamma 1, l'autre à gamma 2, et je forme mon parallélogramme, et ici, j'obtiens la somme des deux. Ici, ça correspond à la somme des deux. Alors, je vais peut-être le représenter d'une autre couleur. Voilà. Ici, j'ai la somme des deux. Alors, donc, ça forme ce qu'on appelle un cône convexe. L'ensemble des matrices de covariance forme un cône convexe. C'est-à-dire, si je prends une matrice de covariance, je l'additionne avec une autre matrice de covariance, j'obtiens encore une matrice de covariance. Si je multiplie l'ensemble par 5, j'obtiens encore une matrice de covariance. C'est un cône convexe. Donc à partir du moment où on a un cône convexe, on peut définir une relation d'ordre et dire qu'une matrice de covariance est plus grande qu'une autre. Alors c'est ce que je vais essayer de faire ici. Si je me place par exemple dans R2, alors je prends ici le premier axe, le deuxième axe, et je vais redéfinir un cône. Ici, voilà, un cône dans R2, qui va jusqu'à l'infini. Maintenant ici, hop, excusez-moi, si je prends maintenant, donc on a bien compris que si je prenais un vecteur ici, et que je prends un autre vecteur ici, si je les additionne, je peux obtenir, j'obtiens forcément, je reste dans le cône. Mais si jamais je fais la soustraction des deux, alors la soustraction des deux, ça va me donner plutôt ce vecteur-là, et ce vecteur-là peut sortir du cône. Donc, lorsque je les additionne, je reste dans le cône. Si je les soustrais, je peux sortir du cône. Donc, je définis la relation d'ordre qui me dit que la matrice de covariance gamma 1 plus petit ou égal à gamma 2 est équivalent à dire que gamma 2 moins gamma 1 défini positif. Donc reste dans le cône. Alors ça veut dire que tout le monde n'est pas comparable. Les deux vecteurs verts que j'ai tracés ne sont pas comparables. Par contre, on se rend bien compte que si jamais je prends ce vecteur-là et ce vecteur-là, la différence entre le grand et le petit reste dans le cône, et on comprend bien que le grand bleu est plus grand que le petit bleu. Donc, lorsqu'on a un cône convexe, on peut définir cette relation d'ordre qui va être, comme l'ensemble des relations d'ordre, elle va être réflexive. On va dire que gamma 1, gamma moins gamma est, bon, c'est un cas dégénéré, mais c'est une matrice positive, mais pas définie positive. Donc, c'est symétrique, c'est réflexif, c'est-à-dire que si gamma 1 plus petit que gamma 2 et gamma 2 plus petit que gamma 3, alors on va avoir gamma 1 plus petit que gamma 3. Ça, c'est transitif. Et puis, ça va être aussi antisymétrique. Donc, pour être une relation d'ordre, il faut aussi vérifier le côté antisymétrique. C'est-à-dire, si gamma 1 plus petit ou égal à gamma 2, et que gamma 2
plus petit ou égal à gamma 1, alors forcément gamma 1 égale gamma 2. Donc ça c'est... Mais par contre c'est une relation d'ordre partiel. C'est-à-dire qu'il y a des matrices qui ne sont pas comparables. Il existe par exemple des couples de matrices gamma 1 et gamma 2, tels que ni gamma 1 plus petit que gamma 2, ni gamma 2 plus petit que gamma 1. Alors ça, on va le comprendre lorsqu'on va représenter ces matrices de covariance sous forme matricielle. On comprend bien, alors si je prends par exemple l'ensemble des matrices que je vais appeler S0, l'ensemble des ellipsoïdes, alors peut-être pas S, hein, peut-être l'ensemble des ellipsoïdes centrés en 0. Alors si je prends l'ensemble de ces matrices, je vais obtenir bon, voilà, enfin, des ellipsoïdes. Le premier ellipsoïde que voilà, il va être plus petit ou inclus, on va dire, dans celle-là. Donc, si j'équipe, je munis ce epsilon0 de la relation d'inclusion inclus, on voit bien que parfois on peut comparer, mais d'autres fois, on ne peut pas comparer. Par exemple, celle-là, est-elle plus petite ou plus grande que les autres? Je ne peux pas le dire. Ici, c'est pas comparable. Donc, il y a certaines ellipsoïdes qu'on ne peut pas comparer. Donc, pour les matrices de covariance, ça va être pareil. On ne pourra pas toutes les comparer entre elles. Ellipse de confiance. Alors, si je considère X qui appartient à Rn, on va avoir donc un vecteur aléatoire. On va souvent s'intéresser à une sous-composante. Alors, X, il va être décrit par X1, X2, etc., Xn. Et nous, très souvent, on va s'intéresser à deux composantes. Alors par exemple, à celui-là, W1, et celui-là, W2. Et donc, en ce qui concerne la matrice de covariance, pour gamma X, elle avait aussi une forme avec beaucoup de lignes, beaucoup de colonnes. Donc nous, on va extraire IJ. Donc une ligne, une colonne. Uniquement donc la ième ligne et la ième colonne. I et J. Et ce qui va nous rester ici, là et là, ça va être associé à W1 et W2. Donc c'est intéressant de rester en 2D. Pourquoi? Parce qu'en pratique, lorsqu'on va manipuler le fil de Kalman, pour comprendre les choses, on va vouloir visualiser sur notre écran. Donc c'est pour ça qu'ici on va s'intéresser. Donc si j'extrais comme ça une sous-matrice de la matrice de covariance, avec les lignes et les colonnes I et J, j'obtiens à nouveau une matrice de covariance et je vais lui associer une ellipse. Donc je vais supposer momentanément que je travaille en dimension 2 pour pouvoir en déduire une ellipse de confiance. Alors, si jamais je considère le vecteur aléatoire W, qui lui appartient à R2, je peux lui associer l'ellipse qui est décrit par W moins W bar multiplié par gamma W moins 1 multiplié par W moins W bar. Alors ici j'ai oublié le transpose pour que ce soit homogène, plus petit qu'une certaine constante. Alors cette constante doit être positive, c'est pour ça que je l'appelle A au carré. Donc si j'essaye de représenter ça, je vais avoir ici les deux composantes qui m'intéressent, W1 et W2, qui vont correspondre aussi à un vecteur aléatoire. Ici, je vais avoir une moyenne que je vais appeler W bar. Et autour de ça, je vais avoir une ellipse.
qui est là, qui va être décrit par ce genre d'équation. Alors, d'un point de vue donc je vais maintenant essayer de montrer comment on va tracer cette chose-là. Alors tout d'abord, cette quantité-là, c'est alors gamma oméga, c'est une matrice de covariance. Donc si j'élève à la puissance alpha, j'obtiens encore une matrice de covariance. Donc ici, gamma oméga moins 1, c'est une matrice de covariance qui admet une racine carrée, c'est-à-dire que ça, c'est égal à gamma oméga moins 1 demi, donc la racine carrée, multiplié par gamma oméga moins 1 demi. Et donc dans l'espace des matrices de covariance, ça a un sens. Donc de cette façon-là, j'en déduis que cette ellipsoïde, cette ellipse, ça va être égal, alors là je vais regrouper, le oméga, enfin le gamma puissance moins 1,5 avec le oméga moins oméga bar, et comme je vais obtenir ici que l'équation pour cette ellipsoïde, ça va être la norme de, alors bon, ça va être équivalent à dire que 1 sur A multiplié par gamma oméga moins 1 demi multiplié par oméga moins oméga bar, cette norme-là, plus petit que 1. Alors en effet, le A, je l'ai placé en dessous, et puis j'ai aussi utilisé le fait que V transpose multiplié par V était égal à la norme de V au carré. Mais ici, le carré qui est là a disparu, puisque bon, je me retrouve avec un 1, puis le carré qui était du A a disparu. C'est pour ça que je me retrouve avec cette expression-là. Alors ça, c'est aussi équivalent. Alors, c'est aussi équivalent, ça, à dire que cette ellipsoïde, oméga, c'est égal, bon, elle est décrite par 1 sur A multiplié par gamma oméga moins 1 demi fois oméga moins oméga bar, puisque la norme est plus petite que 1, c'est comme si je disais que ces vecteurs-là appartenaient au disque unité. Donc U, c'est le disque unité. Bon, pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose dans cette ligne-là. Mais alors, hop, j'arrive pas à descendre. Bon. Donc, ça c'est égal. Alors cet ensemble oméga, c'est l'ensemble des oméga tel que oméga appartient à oméga bar plus A fois oméga puissance 1 demi fois U. Alors en effet, ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'ai dit que ça c'était égal à un vecteur qui est égal à U. J'ai isolé le W et je me retrouve avec cette expression-là. Donc cette ellipsoïde, c'est l'image du disque unité, grand U, par une application linéaire qui est donnée ici. Donc si on veut, ça montre que le disque, c'est égal à oméga bar plus A fois gamma oméga puissance 1 demi multiplié par le disque unité. Donc je prends le disque unité, je lui fais subir cette transformation par cette ellipsoïde,
et je lui additionne oméga bar. Alors, si jamais j'essaye de représenter ça ici, voilà ce que ça signifie. J'ai ici l'espace de départ, avec au centre le disque unité. Donc celui-là, ça correspond à U. Je lui fais subir la transformation linéaire suivante, qui dit oméga bar plus A multiplié par racine puissance 1 demi oméga multiplié par S, où S, ça va être par exemple un vecteur de ce disque unité. Donc si je fais subir cette transformation, je vais me retrouver ici dans un espace d'arrivée. Voilà. Avec ici, mon disque va se retrouver centré autour de oméga bar. Je vais avoir ici un ellipsoïde qui va correspondre à l'ellipsoïde que je cherchais dans l'espace, donc oméga 1, oméga 2, c'est l'ellipsoïde que j'avais appelé E indice oméga. Alors ça va m'être utile pour pouvoir, pour pouvoir tracer mes ellipses. Mais avant, j'aimerais bien revenir au cas où, comme je suis en dimension 2, je sais que si j'ai une variable aléatoire z qui vaut S transpose multiplié par S, donc si vous voulez, c'est aussi la norme de S au carré. Alors cette disque unité contient un vecteur aléatoire, on va supposer que S1, S2 est à distribution normale. Je vais me retrouver dans le disque unité avec une probabilité que je vais appeler par exemple état. État, c'est une probabilité. Donc, du fait de cette image, je vais aussi avoir, dans le cas gaussien, une probabilité état de me retrouver dans cette ellipsoïde. Or, dans le cas gaussien, et uniquement dans le cas gaussien, je vais avoir la probabilité, la densité de probabilité, j'appelle de S, mais j'appelle Z le réel qui correspond à cette norme au carré, ça va être égal à 1 demi fois exponentielle. Alors là, je reprends la loi qu'on appelle la loi du qui 2. Alors la loi du qui 2, elle est donnée ici, et dans le cas où k égale 2, ça correspond à la dimension, 6 qui correspond ici à la courbe en verte. Bon, c'est nul lorsque x est négatif sur cette courbe-là et positif après. Alors, ici, la probabilité d'avoir une norme pour z, ou pour s, supérieure à une quantité z donnée. Ça va être égal à exponentielle de moins z sur 2. Donc en effet, j'ai une probabilité 6z positif et 0 sinon. Alors pourquoi 0 sinon? Parce que si je prends un vecteur aléatoire gaussien là-dedans, la probabilité qu'il ait une norme négative est nulle. Par contre, la probabilité qu'il soit avec une norme z donnée est donnée, cette densité de probabilité est donnée par cette expression qui correspond à la loi du qui 2. Alors pourquoi? Parce que alors je suis en train de faire ça parce que je cherche en fait la constante A qui a été définie précédemment. Elle a été définie de façon arbitraire. J'essaye de la relier avec une certaine probabilité état. Donc, je continue mon calcul. État, c'est égal à la probabilité
pour que la norme de S soit plus petite ou égale à A, où A, c'est le rayon de mon disque. Donc c'est égal à la probabilité pour que S transpose soit plus petit ou égal à A au carré, ce qui est égal à la probabilité pour que Z soit plus petit ou égal à A au carré, ce qui est égal à l'intégrale entre 0 et A au carré. Alors là, je reprends l'expression de la densité de probabilité de 1 demi de exponentielle de moins Z sur 2 dz. Bon, si j'intègre ça, j'obtiens est égal à 1 moins exponentielle de moins 1 demi de A au carré. Bon, j'isole A, et comme ça c'est égal à état, j'en déduis que A est égal à racine de moins 2 log de 1 moins état. Alors ça c'est une formule qu'on va devoir programmer, alors qui a son importance, mais on va peut-être mieux comprendre maintenant en quoi ça consiste. Pour ça je vais essayer de le programmer. Alors, l'idée c'est de faire un petit programme qui me dessine une ellipse, sachant que j'ai une matrice de covariance, j'ai une densité de probabilité, donc j'ai oméga bar, j'ai une valeur pour état, donc, et je voudrais tracer l'ellipsoïde de confiance qui contienne mon vecteur aléatoire avec une probabilité égale à état. Donc, a priori, ce qu'on peut comprendre, c'est que si jamais je prends, mettons, état égale 0,9, ça veut dire que cette ellipse-là contient mon vecteur aléatoire avec une probabilité de 0,9. Si jamais je veux le contenir avec une probabilité supérieure à 0,9, par exemple 0,99, je vais obtenir quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, bien sûr, j'ai moins de précision, mais seulement, je sais que j'ai plus de chances de contenir mon vecteur aléatoire. D'où l'importance de ce coefficient qui va, ce coefficient de précision. Alors, je vais retourner à MATLAB, puis je vais montrer comment ça se passe. Je vais donc fabriquer S égale, alors ça va être mon disque, donc je vais prendre S qui va aller, ça va être des angles qui vont de 0 à 2π. Bon, je mets un point virgule pour pas qu'il me les affiche. Mais derrière, il y a cette idée de disque. Je vais prendre W égale W bar. Donc, alors W bar, je ne l'ai pas encore défini. Je vais prendre par exemple W bar, qui est un vecteur de dimension 2. Par exemple, je vais prendre 1, 2. Je vais prendre pour gamma Y, mettons, une matrice qui va être, mettons, 3. Ici, il faut qu'elle soit symétrique, donc je vais prendre 1, alors virgule, 1, et puis je vais prendre, mettons, 10. Ça, c'est une matrice de covariance. Alors, virgule. Ensuite, je vais prendre, par exemple, état, une probabilité. Je veux que cette ellipsoïde contienne, avec une probabilité de 0,9, mon vecteur aléatoire, sachant qu'il est gaussien. Sinon, ça n'a pas de sens ce que je fais. Mais souvent, dans le cas du fil de Kalman, on va supposer que tout est gaussien. Alors, je vais faire W égale, je vais lui faire subir mon application linéaire qui a été décrite au-dessus. Donc, celle qui a été définie ici. Donc, je vais programmer cette opération linéaire, sachant que ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai échantillonné à travers S, j'ai pris plein de points là-dessus, par l'intermédiaire de S, dans mon programme.
Donc je vais prendre W égale W bar plus. Alors ici, je vais prendre, pour avoir une homogénéité, je vais être obligé de multiplier par once de size de S pour pouvoir faire que l'addition se produise. Alors là, je vais donc avoir une matrice qui va être de la taille de S avec que des W bar en colonne. Je vais faire ici plus square matrice, SQRT, matrix. Alors là, je reprends la valeur de A qui valait moins 2 fois log de 1 moins eta, multiplié par G, et puis je vais devoir multiplier par S, c'est-à-dire je vais fabriquer le vecteur cos de S, point virgule, sin de S. Alors je vais essayer d'expliquer ça un petit peu mieux. Donc ici, je fabrique un ensemble de vecteurs qui se promènent sur le cercle unité, donc cos sin. Je multiplie par la valeur associée à A. Alors A, c'était donné par, enfin la valeur. Donc, alors je reprends ici. Donc A fois la matrice puissance 1 demi à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Donc ce que je suis en train de programmer. Moins 2 log de 1 moins eta multiplié par G. Et ici, je lui additionne W bar. Maintenant, une fois que j'ai ça, je vais faire plot de... Je prends les premières lignes. Alors, ici. Et ici, me trace l'ellipsoïde associé. Générer un vecteur aléatoire gaussien. Alors, on va se poser le problème suivant. On a un vecteur, on voudrait générer sur l'ordinateur un vecteur aléatoire x, sachant qu'on dispose de x bar et de gamma x. Ce vecteur aléatoire, en plus, est gaussien. Alors, comment est-ce que je peux le générer sous MATLAB? Alors, j'y vais. Puis, dans le cas où x est composé de deux vecteurs des composantes indépendantes, gaussiennes, on va dire normées, dans ce cas-là, la génération est assez facile. Je vais par exemple prendre n égale 1000, je vais prendre 1000 échantillons, et puis je vais prendre x égale random de 2,n. Alors je vais peut-être prendre n plus petit d'abord, 10, pour qu'on puisse les visualiser. Random n. Alors si je l'affiche, je vois que je fais apparaître ici des échantillons, le premier vecteur, deuxième vecteur, etc. Je peux à peu près, je peux tous les voir. Si je veux qu'ils soient gaussiens, bien évidemment, il va falloir que je mette n. Comme ça, ils ne seront plus tous positifs. Certains sont négatifs, mais en tout cas, ils tournent autour de 0. X est centré. Et puis si je veux les afficher, je vais faire un plot de x de 1,2 points. Donc j'affiche déjà la première ligne. J'affiche ensuite la deuxième ligne. Alors 2 points signifie toutes les colonnes. Avec un point. Alors voilà, il m'affiche à peu près tous les points. Alors là, c'est difficile à voir puisque j'ai peut-être pas assez de points. Je vais en prendre un peu plus. C'est pour ça que je vais prendre n égale 1000. Voilà. On se rend compte, comme on pouvait s'y attendre, un nuage à peu près gaussien, centré autour de 0. Plus je vais loin,
et moins j'ai de chances de voir des points. Alors ça c'est la loi du qui 2 qui me le dit, puisqu'elle décroît, la densité de probabilité décroît de façon exponentielle. Ici j'ai un maximum de probabilité, donc généré à partir d'une matrice de covariance égale à l'identité, c'est relativement facile. Maintenant je voudrais le faire à partir d'un x bar quelconque, c'est pas trop difficile, mais aussi d'une matrice de covariance quelconque, et là ça demande un petit calcul. Donc je reviens là. Tout d'abord, je vais avoir un théorème important, que je vais réutiliser d'ailleurs régulièrement dans le cadre du fil de Kalman. C'est que si j'ai un vecteur aléatoire x et y qui vaut a fois x plus un autre vecteur aléatoire alpha plus un vecteur b. Bon, alors x aléatoire, alors x alpha, je prends et y sont aléatoires. Les autres sont connus. Alors dans ce cas-là, le théorème me dit que y bar c'est égal à a fois x bar plus b. Alors pourquoi plus b? Parce que ce que j'ai pas dit, c'est alpha, je vais le supposer centré. Bon, ça correspond par exemple à un bruit de mesure. Donc alpha centré. A et b sont tous les deux déterministes. Et de plus, je vais avoir la matrice de covariance pour y qui vaut a fois la matrice de covariance pour x fois A transpose plus la matrice de covariance pour alpha. Alors bien sûr, mon gamma x, on va voir tout à l'heure, ça va correspondre à l'identité. Ici, je suis dans le cas général, mais je sais générer un vecteur aléatoire x avec une matrice identité, bien évidemment. Moi, je voudrais pour une matrice gamma y quelconque. Alors, la preuve, elle n'est pas compliquée, mais elle est quand même importante à faire parce qu'elle permet de manipuler ces notions d'espérance mathématique et de voir comment ces choses donc, se manipulent. Alors, ça c'est le théorème. Maintenant, je vais faire la preuve. Alors, la preuve, c'est la suivante. Y bar. Alors, la première partie, Y bar, cette partie-là, c'est égal à l'espérance mathématique de AX plus alpha plus B. Ce qui est égal, alors comme l'espérance mathématique quelque chose de linéaire, je peux sortir le A fois l'espérance mathématique de X plus l'espérance mathématique de alpha plus l'espérance mathématique de B. Or, B est déterministe, donc ça, c'est égal à B. Alpha est centré, donc ça, c'est égal à 0. L'espérance de x, c'est ce que j'avais appelé x bar. Donc je me retrouve bien avec la première des relations que je devais démontrer, c'est-à-dire celle-là. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième relation. Alors la deuxième relation, bon, c'est pas beaucoup plus compliqué. Je sais que gamma y, par définition, c'est égal à l'espérance de y tilde multiplié par y tilde transpose, c'est-à-dire y moins y bar multiplié par y moins y bar transpose. Voilà, donc ça je sais. Or, je connais y bar, donc ça va être égal à l'espérance de... Alors le premier terme, c'est ax plus alpha plus b moins ax bar moins b, donc on voit des choses se simplifient, multiplié par la même chose, transpose. Bon, alors déjà, le b qui est là se simplifie avec le b qui est là, et je vais obtenir que c'est l'espérance mathématique de... je mets en facteur, ça fait x moins x bar, c'est-à-dire a fois x tilde, plus alpha,
multiplié par la même chose transpose. Bon, je réécris A x tilde plus alpha transpose. Alors, je vais développer ce produit. En développant ce produit, comme l'espérance est un opérateur linéaire, je me retrouve avec A multiplié par l'espérance de x tilde transpose multiplié par A transpose plus A fois l'espérance de x tilde multiplié par alpha transpose plus l'espérance de alpha multiplié par x tilde transpose fois A transpose plus l'espérance de alpha transpose. Alors, une fois que j'ai ça, je sais que cette quantité-là, c'est gamma x. Je sais que cette quantité-là, c'est gamma alpha. Cette quantité-là est-elle nulle? Oui, si. Bon, alpha est centré, x tilde est centré. Il faudrait que les deux soient non corrélés. Donc, je vais dire que c'est égal à 0, mais bien évidemment, il faut rajouter dans les hypothèses que alpha et x sont tous les deux indépendants. Donc ici, je vais rajouter donc dans le théorème alpha et x indépendants. Donc c'est comme ça qu'on va l'utiliser par la suite. Donc ça correspond à un bruit de mesure qui est indépendant de la valeur que je mesure. Bon, ces équations apparaissent telles quelles dans dans deux équations du fil de Kalman. Alpha va correspondre à un bruit de mesure, x le vecteur d'état. Bon, enfin on reverra tout ça en détail. Donc je reviens maintenant, je vais utiliser ce théorème et je vais essayer d'expliquer comment on va l'utiliser, parce que bien évidemment pour l'utiliser je vais supposer que y, alors la démonstration est terminée, je vais maintenant supposer que y égale à, je vais prendre ça, 1 demi multiplié par x plus y bar. Moi, je veux générer le vecteur y. Alors, d'après le théorème, j'en déduis que je vais en effet générer un vecteur y qui aura une matrice de covariance égale à gamma y. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Je reviens ici. Ferme ça. MATLAB. Je reprends ici un vecteur. Voilà, je régénère à nouveau et je vais prendre par exemple une matrice, je voudrais générer un vecteur aléatoire y qui a pour matrice de covariance que je vais lui imposer. Je vais par exemple prendre 3,1, 1,3. Voilà ce que je prends. Je vais prendre y bar, sa moyenne, égale à 2, 3. Puis x, il a déjà été tiré au hasard. Bon, maintenant, je vais prendre ici y égale... Alors, je vais prendre la formule y bar, plus, c'est ce que je viens de... Je vais toujours être obligé de le multiplier par once de 1, alors, juste quand même pour vous montrer quand même à quoi signifie ce once. Si par exemple je prends once de 1,3, ben j'obtiens cette matrice-là. 3,5. J'obtiens
5 lignes, enfin 5 colonnes, et toutes sont les mêmes et correspondent bien évidemment à y bar. Donc ça me permet de le dupliquer, sachant que once de 1,3, par exemple, c'est ce vecteur-là. Donc ce produit, ce que je suis en train de générer, me permet de dupliquer par une multiplication matricielle avec une ligne de 1, me permet de les dupliquer. Et donc je suis obligé d'avoir ici n, pour pouvoir l'additionner à tout le monde, j'ai été obligé de faire cette manœuvre. Donc ici, je prends la matrice square matrice de gamma y. Alors je ne sais plus comment je l'avais appelé, bon, mettons gamma y. Et puis ici, cette matrice, je vais la multiplier par mon vecteur aléatoire x, représenté lui aussi par une matrice. Alors, espérons que ça marche. C'est bon, ça marche. Et puis maintenant, je vais faire plot de y. Donc je viens ici de générer un nuage aléatoire avec une moyenne égale à y bar et une matrice de covariance égale à gamma y.